C'est parti donc, Jean-Claude Puerto Salaverre. Bonjour Jean-Claude. Bonjour Stéphane. On se tutoie. Moi je tutoie les gens que je connais. Voilà. Donc et nous, ouais, voilà. Ça fait quelques années. Fondateur de UCAR, Jean-Claude. Donc, la première question quand même, c'est donc je le disais, Hertz, Europcar. Là pour le coup, ton marché il s'est effondré de combien sur le... Écoute, il y a eu un moment de sidération où on est tous passés par du moins 80, moins 90. Le marché était plutôt à moins 90 et nous à moins 80. Ouais. Et donc ça s'est arrêté, vraiment arrêté. Et ensuite, je dirais que les internationaux qui sont présents sur le marché du déplacement ont du mal à repartir. Et nous sommes repartis. Donc c'est qui les internationaux? C'est Hertz. Donc, mais Hertz, ils sont... Hertz Europe est encore dans la course, c'est ça? Bien sûr. Ils sont mis sous la protection de la justice américaine. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Mais ils sont encore dans la course. Ils sont encore dans la course, mais dès l'instant où les aéroports sont fermés, mais c'est ça. Il y a le problème dans les gares, évidemment, leur marché a beaucoup diminué. Et donc ils sont en baisse de chiffre d'affaires encore aujourd'hui tout à fait importante, alors que nous avons rejoint les chiffres de 2019. Non. Sur juillet-août, on a rejoint les chiffres de 2019. On est sur la dernière semaine, on est même un peu en avance. Mais ça, grâce aux vacances? Non, pas grâce aux vacances, parce qu'on n'est pas sur le même marché. Mais ça fait 20 ans que je te raconte cette histoire-là, Stéphane. Vas-y, raconte. On est sur le marché de la proximité, la location de proximité, la location de déplacement. Ce sont deux marchés bien différents. Et dès lors que la vie reprend, la vie économique reprend, la vie économique dans la proximité reprend, on a besoin de location de voitures et on loue des voitures. C'est pour ça que on est reparti beaucoup plus vite. Hein, et nos deux secteurs dans cette occasion extraordinaire, nos deux secteurs marquent leur grande différence. Entre eux, ce que tu appelles la location de proximité, mais cette location de proximité, elle est... je veux dire, c'est des locations de proximité pour une journée, c'est plus longtemps que ça, on prend une voiture pour une semaine pour... La location de déplacement, c'est quelqu'un qui arrive dans un aéroport et qui loue une voiture, ou dans une gare. Ouais. La location de proximité, c'est j'ai une petite voiture, j'ai besoin d'une grosse voiture pour le week-end, je vais louer une grosse voiture pour le week-end. C'est ça. Où je suis une entreprise, j'ai besoin d'envoyer des commerciaux en province, je vais louer une voiture pour 3 jours. Donc c'est ça la location de proximité, elle ne fait pas suite à un déplacement. Bon, d'accord, je comprends et je respecte. Comme ça, moi, spontanément, je vois pas une différence fondamentale, mais visiblement, il y a preuve ton business model qui... La preuve, quand on a de telles différences, c'est bien que les business models fonctionnent différemment. La location de proximité, c'est un épicier de proximité. D'accord, ça veut dire qu'en fait, c'est des clients récurrents, c'est ça, le truc que tu retrouves régulièrement? Les clients récurrents, ce sont dans les entreprises des artisans, des commerçants, des PME locales, c'est aussi des assisteurs, des assureurs et des particuliers. C'est un groupe qui est appuyé sur la franchise, UCAR, Jean-Claude. Oui, sur la franchise et sur les marques blanches, on développe cette activité pour le compte des constructeurs automobiles dans le réseau concessionnaire. Comment est-ce qu'on fait? Là aussi, grosse expérience de la franchise. On a parlé assez régulièrement de ce que c'est que la constitution d'un réseau de franchise, etc. Dans ces moments-là, tu es avec des franchisés qui doivent attendre de toi sans doute des éléments que tu n'avais pas l'habitude de leur donner. Enfin, on est dans une situation exceptionnelle, Jean-Claude. Oui, on est dans une situation exceptionnelle. On avait évidemment pas d'expérience. Je dirais qu'on s'est retrouvé un peu comme sur un bateau dans une tempête. Il a d'abord fallu ne pas paniquer, calmer les troupes, et essayer de trouver la bonne direction en revisitant la direction tous les jours quasiment. Alors, en essayant de prendre un cap, il y avait des choix absolument stratégiques à faire. Raconte-moi, tu peux me les décrire, ces choix stratégiques, ça m'intéresse. Tu avais la possibilité de dire, bon ça y est, c'est un cataclysme absolu, on rend la flotte, on rend le parc automobile, pour limiter les coûts, on rend le parc. Ah mais oui. C'était une possibilité, on a fait le choix inverse. On a dit, on ne peut pas rendre... On rend le parc parce que tes propres voitures à toi, elles sont elles-mêmes louées? Oui, elles sont à des gros loueurs et à des voilà, c'est ça, à des énormes structures. Elles représentent une charge. Oui, voilà, c'est bien sûr, bien sûr. On arrête la charge. La charge. C'était une hypothèse pour cette période où on n'a pas de chiffre d'affaires. Donc, si on n'a pas de chiffre d'affaires, arrêtons de payer des charges. Mais c'était une décision qu'on n'a pas prise. On a dit, attendons que ça passe et gardons la flotte, gardons le parc
pour le moment où les clients vont revenir. Et oui, c'est ça. Et oui, parce que sans ça, si tu veux, on avait la certitude de faire de grosses pertes au moment du confinement, et on aurait eu la certitude de continuer à perdre de l'argent, faute d'avoir les voitures après le confinement. Donc il a fallu prendre la décision. Ouais, mais il faut s'accrocher, parce qu'au moment où tu la prends, la décision, tu n'as aucune visibilité. Tu sais pas s'il va pas durer 3 mois, ce confinement. Tu fais un pari, tu dis de toute façon, dans une hypothèse, je suis certain d'être mort. Ouais, dans l'autre hypothèse, je ne peux pas avoir une chance de vivre. Donc on fait le choix de garder les bagnoles. On en sourit maintenant, mais Dieu. C'est quelques dizaines de millions qui oui. Tu comprends, hein. Donc on fait le choix de garder les voitures, et à un moment donné, juin, juillet, août, on voit les clients réapparaître. On voit les clients revenir. Ouf. Oui. Derrière, tu l'as dit d'un mot, il sourit parce qu'il sait déjà. Et Jean-Claude, il a une conviction. Il l'a écrit dans un tout petit bouquin qui s'appelle Partage ta bagnole. C'est ça, Jean-Claude. Oui. Et vous avez la conviction, vous aviez la conviction. Et c'était alors on appelle ça les méga trends autour de l'automobile. Ça y est, c'est fini. L'automobile va devenir une commodité. Vous avez plus besoin de la posséder. Vous l'utilisez vous la mutualisez entre différentes personnes. Voilà, vous la partagez en fonction de vos besoins, etc. Et tout. Est-ce que c'est pas partage ta bagnole, c'est bon Dieu, je la garde parce que c'est le seul endroit où je suis à peu près en sécurité pour me déplacer, Jean-Claude? Alors d'abord, je crois que on est confrontés tous les jours à rencontrer des personnes. On rencontre des gens, et finalement la question n'est pas est-ce que je rencontre ou est-ce que je rencontre pas. La question c'est est-ce que je prends les bonnes mesures, est-ce que je respecte le bon protocole. Il en va exactement de même pour la location de voiture ou pour le partage. Est-ce que j'ai bien fait ce qu'il fallait pour pouvoir partager dans de bonnes conditions? Donc le sujet du Covid n'est pas un sujet qui va freiner le partage automobile, c'est un sujet qui va l'accélérer. Parce qu'on sait prendre des précautions. Oui, mais moi, je vais prendre les précautions qu'il faut quand je vais rendre la voiture. Mais j'ai aucune certitude que celui à qui je vais prendre la voiture a fait ce qu'il fallait faire. Oui, alors... Donc je vais le faire moi-même, tu vas dire. Alors Stéphane, non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le partage en vigueur chez Ucar, c'est pas ça. C'est un particulier amène sa voiture, ça il passe va par partager, le réseau. Et il va passer par le réseau qui va appliquer sur la voiture du particulier tous les protocoles sur ses voitures. Donc il n'y a pas de risque particulier. Il n'y a pas de risque particulier. Et au contraire, on peut quand même imaginer, et tu es bien placé pour l'imaginer mieux que beaucoup d'autres, la crise sociale qui va aller derrière la crise économique va être très importante. On voit bien des licenciements. On verra. Non, mais en tous les cas, si c'était le cas, ça sera un enjeu de pouvoir partager la voiture, d'obtenir les revenus du partage. Ça sera un enjeu pour conserver la voiture, pour conserver sa voiture individuelle. Oui, je comprends. Les 100 euros, 150 euros que je vais obtenir du partage, c'est eux qui me permettront de garder ma voiture. Alors, attends, je veux juste qu'on explique bien, parce que vous comprenez bien la mécanique que met en place Jean-Claude. C'est-à-dire, vous avez une voiture, c'est votre voiture récente, t'insistes beaucoup là-dessus, parce que c'est un moyen justement de renouveler le parc. Oui, voilà. Et c'est une sécurité, on ne peut pas partager des voitures qui sont trop vendues. Et quoi, 2, 3, 4 jours par semaine, par mois, tu penses par mois, vous la mettez à disposition du réseau Ucar, qui se fait fort de la louer et de payer et de la rentabiliser, voilà, de la rentabiliser et d'offrir un revenu à cette voiture. Mais tu sais, ça sera absolument nécessaire juste pour rembourser le crédit automobile. Ouais. Donc je garde ou je garde pas ma voiture, c'est ça l'enjeu. Et je crois que grâce au revenu du partage, on pourra offrir la possibilité de conserver sa voiture, voire d'en acquérir une autre. La leçon que tu tires de cette épreuve unique quand même, c'est un truc de dingue, la leçon que tu en retires. Je crois qu'on va devoir choisir entre un monde individualiste, un monde de repli sur soi ou un monde de solidarité. Et je crois que le partage, mais on va le retrouver dans plein d'autres domaines, c'est un peu comme les fonds propres. Est-ce que la solidarité va devoir être une nouvelle manière de vivre? J'en suis absolument convaincu. Il s'est passé des choses. On a beaucoup raconté la grande distribution, etc. et tout, tu vois, la mobilisation dans la grande distribution. Enfin, je l'ai déjà beaucoup dit parce que j'ai eu la chance de pouvoir discuter avec certaines des grands groupes. Les mecs eux-mêmes ne reviennent pas de ce qu'ils ont réussi à faire. Et le sujet, c'est maintenir les acquis.
de cette mobilisation, de ce partage, de ce qu'ils ont fait ensemble. Voilà. Oui. On repart les amis, on va faire un petit peu de téléachat. Ça vous va? Il faut que je le montre dans le bon sens. Un petit peu de téléachat avec Julie Calonnec. Bonjour Julie. Bonjour Stéphane. Alors fondatrice de, alors c'était il y a 1 an, même peut-être moins, non? Juin l'année dernière. Ouais, voilà, c'est ça. Pour Atelier Gaston. Atelier Gaston. Exactement. Donc l'idée que tu avais regardé un petit peu l'ensemble des, alors, tu m'avais donné ce chiffre d'ailleurs, 25 millions de mobiles chaque année sont déployés en France, soit reconditionnés, soit neufs. Et tu avais regardé, il n'y avait pas de marque éco-responsable. Exactement. Sur les accessoires, je reste scié de cette histoire. Alors à l'époque, il y a 1 an, on était les premiers à lancer des accessoires éco-friendly, comme on dit. C'est-à-dire que l'idée, c'était que les accessoires, 100% des accessoires venaient de Chine, étaient en plastique. Souvent, ils étaient déjà packagés en Chine pour des raisons économiques et transportés par avion, etc., etc. Et on s'est dit, à l'époque, c'est pas possible. Il y a forcément des nouvelles choses à lancer. Et c'est là où on a lancé Atelier Gaston en travaillant les chutes de cuir des maisons de luxe parisiennes. Donc on était sur une démarche, nous, hyper simple, qui était une démarche... Tu m'avais amené des chutes de cuir d'ailleurs. Mais c'était d'une douceur, mesdames, messieurs, regardez, c'était exceptionnel, exceptionnel. Et donc on continue toujours à développer des accessoires sous la marque Atelier Gaston. On a développé de nouveaux accessoires. Et alors en plus, donc tu lances... Alors tu t'es dit... Alors ça... Aujourd'hui, tu m'avais dit... Chez vous. Génial, mais tu m'avais dit... Avec ces chutes de cuir, avec tout ce que je fais, alors c'est évidemment fait en France. C'est fabriqué en Europe. C'est fabriqué en Europe. Oui. Je suis au prix en fait du plastique chinois. Exactement. Exactement. Alors, faut se donner beaucoup de mal. Faut se donner beaucoup de mal parce que faut beaucoup rechercher. Voilà. Mais globalement, on est sur les bases de prix de produits chinois. Les accessoires en France, c'est entre 20 et 45 euros. Nous, la gamme Atelier Gaston, elle est dans cette zone de prix. Et donc là, tu lances une nouvelle marque qui s'appelle Impact. Oui. L'impact est évidemment l'une des données fondamentales de l'économie de ce début du XXIe siècle. Et alors, ça, c'est encore moins cher, en fait. C'est ça ce que tu... En fait, l'idée, c'était de se dire que dans le cadre d'Atelier Gaston, on avait accès à plein d'initiatives qu'on trouvait canon, vraiment. Donc, typiquement, Impact, donc cette nouvelle marque qu'on développe, c'est une marque qui est fabriquée à partir de résidus et de déchets de l'industrie céréalière chinoise. Donc, ça veut dire qu'on est toujours sur une démarche d'upcycling. Ah ouais, mais t'es en Chine alors à ce moment-là. Oui, je suis en Chine. Donc, l'idée, c'est que le produit, c'est on prend tous les déchets, c'est-à-dire que le blé, il sert à nourrir les gens. Le soja sert à nourrir les gens, mais par contre tous les déchets qui auraient été brûlés, on les récupère on fait une sorte de biomatériau, un bioplastique, et ce bioplastique, on l'injecte en fait dans des moules et il nous livre en vrac sans aucun artifice. Ça c'est du blé, ça, Julie? Ça c'est une coque qui est à base de déchets, donc c'est un mix en fait de blé, maïs, etc. D'accord. Par-dessus on met un coating en amidon, donc le produit est ultra résistant. Moi ça fait. J'ai l'impression que c'est du plastique. Prenez la coque est juste là. On dirait du plastique. Mais il y en a un peu forcément, il y a un peu de polymère là-dedans. C'est de l'amidon. Donc l'amidon, c'est une matière végétale. Donc le produit est compostable. Donc c'est compostable. Le produit, moi, ça fait depuis septembre l'année dernière que je l'utilise. Le produit n'a pas une seule rayure. Je pense que c'est vraiment le meilleur produit. Pas à le déchirer, rien. Je vais te le défoncer. Il est hyper doux, il est hyper agréable, il est un peu antidérapant. On dirait une vraie coque en plastique. Alors après, Julie, c'est toujours la question. J'adore. Ah, super. Mais si je fais... Hommage à Jean-Marc Jancovici, système contre système. C'est-à-dire, si je fais tout ton process de fabrication, est-ce que vraiment j'émets moins de CO2 que si je l'avais fait en plastique? Mais c'est énorme, D'abord parce que quand vous faites venir une coque en plastique de Chine, elle a une petite mousse et puis après elle a un petit sachet dans lequel elle est mise. Mais notre produit, il est tellement génial, il est anti-rayure qu'on les fait livrer directement. Dans du carton basique? Non, pas du tout. Ce carton-là, c'est à Colombes, à côté de Paris, à 4 km de Paris. C'est un packaging qui est 100% made in France. L'assemblage est fait en France et donc on fait tout venir en vrac. Voilà. Pareil pour le folio que vous voyez. Donc on utilise cette coque-là, cette coque que vous avez dans les mains. Ensuite, on récupère auprès de l'industrie automobile. Ça, c'est l'industrie automobile, ça. Industrie automobile. Donc ça veut dire quoi? C'est du cuir de siège? C'est du cuir de siège auto. C'est le cuir le plus résistant du monde. D'une grande marque allemande, elle m'a dit, mais elle m'a pas dit qui. Non. Tu te rends compte, t'as ton truc en cuir de Porsche? Et alors, ce qui est génial, c'est qu'à l'extérieur, vous avez un cuir lisse et à l'intérieur, on récupère les cuirs d'une autre, qui a un cuir légèrement grainé. Donc, on optimise au maximum la récupération des chutes de cuir. Mais ce qui
est génial, c'est que les chutes de cuir des sièges automobiles, c'est des cuirs tannage végétal, c'est les plus beaux cuirs du monde. Donc déjà en termes d'impact, ils sont déjà hyper respectueux. Donc le fait de récupérer ces chutes-là, on livre à plat les flaps que vous avez et on vient coller uniquement sur commande des clients. Donc on arrive là, on a fait une prod en 2 jours. On a eu une commande lundi, expédiée mercredi. Julie, la grande distribution, comment? Parce que là maintenant il va falloir rentrer dans les linéaires. Exactement. Ça c'est le combat de tous les combats pour les entrepreneurs. Hein. Alors je crois que les clients, et vraiment on remercie les clients parce que sans eux, nous on serait rien. Et c'est les non mais c'est vrai parce que non en vrai, d'abord pendant le Covid, ils ont annulé aucune commande, aucune de nos commandes. Et pour nous, c'était un geste d'espoir hyper fort, vraiment. Donc ça, c'était le premier point. Ensuite, quand on est arrivé avec le projet Impact, ils nous ont tous dit oui. On a ouvert en un mois 550 points de vente en France. C'est génial pour nous. Ça veut dire que dans les rayons, vous allez avoir cette coque qui est à 19,90, le folio qui est à 29,90, qui est à dire au prix d'un produit chinois, voilà, qui est moins vertueux. Vous allez avoir un produit. On fait vraiment du téléachat, mesdames, messieurs. Vraiment. Je suis sidéré aussi de ce qu'il n'y ait pas un produit déjà qui s'appelle Impact. La marque, elle était disponible. En fait, on a fait Impact, durable et éco-friendly. On l'a déposé sur la catégorie accessoires de téléphone. D'accord. Donc, effectivement, elle était disponible. Le sujet, je veux dire, en termes de matière, de process de fabrication, etc. et tout, tu vas pas te retrouver avec des goulets d'étranglement. Enfin, tout est à peu près stabilisé pour que tu puisses justement avoir une croissance comme tu l'espères. Alors, de toute façon, l'industrie automobile fabrique énormément de voitures, quoi qu'il arrive. C'est clair. Et les chutes de cuir, malheureusement, c'est plusieurs hangars. T'as une barrière à l'entrée. Ça, c'est ça la question que je cherchais. C'est une idée géniale. Tu en parles formidablement. S'il y a un gros acteur qui se dit super idée Julie, je vais faire pareil. Welcome. Plus il y aura de gens dans le rayon. Après, on va se battre sur quoi? Sur notre sincérité de discours. C'est le consommateur derrière qui choisira. S'il se dira, c'est quoi le produit le plus joli, le plus sincère, la démarche qui me plaît le plus. Voilà. Maintenant, si tous les rayons étaient passés en éco-friendly, nous, on serait hyper contents. Vous savez, quand on a démarré, quand on s'est vu, on avait un petit îlot dans des Fnac. Non, mais c'est vrai. On avait un petit îlot. Maintenant, il y a des linéaires qui commencent à s'installer. C'est magique. En moins d'1 an. Et nous, on est hyper heureux d'avoir été pionniers dans cette démarche-là, et on est hyper heureux de voir que des gros acteurs du marché nous suivent et développent aussi de manière beaucoup plus respectueuse des accessoires sur cette catégorie de produits qui est ultra sinistrée. Julie Le Callonnec, fondatrice de Atelier Gaston et de Impact. Marque qui a plus d'impact que Atelier Gaston, on est d'accord? Non, pas forcément. Bon, mais c'était pas pour remettre 100 balles dans le nourrin, comme on dit. Comment remettre 100 balles dans le nourrin tous les soirs, les vraies voix qui font bouger la France vous font découvrir une nouvelle expression, quoi qu'il en soit. Stéphane Soumier revient demain dans les vraies voix qui font bouger la France de 19h30 à 19h52 sur Sud Radio. La suite des vraies voix qui font bouger la France, on va parler de votre patrimoine, comment le faire fructifier, comment l'entretenir, ses conseils de famille, et c'est avec Olivier Daudet sur Sud Radio. Sud Radio, conseil de famille. La chronique patrimoine avec Finvestment Manager. Finvestment Manager gère vos actifs financiers au plus près de vos objectifs. C'est de votre patrimoine dont il est question ici, avec conseil de famille tout au long de cette saison. Les bons conseils avisés d'un professionnel reconnu autant qu'aguerri. Bonjour Stéphane Moller. Bonjour Olivier Daudet. Vous êtes le fondateur et directeur de Via Wealth Management, la gestion de patrimoine. C'est vraiment le cœur de votre métier. Alors aujourd'hui, on va parler droit de la famille. Stéphane, petite question, devinette, je ne sais pas si je vais vous coller, vous êtes difficile à coller vous. Combien y a-t-il de sortes de contrats de mariage? Il y a 4 sortes de contrats, Olivier. Incollables. Et à quoi ils servent? À se marier, mais encore Ils servent à organiser son patrimoine de façon différente pendant la durée du mariage. En fait, le premier de ces régimes, c'est le régime par défaut, c'est le régime légal. Celui que vous avez en l'absence de contrat. C'est celui de la communauté réduite aux acquêts. Dans ce cas de figure, tout ce que vous avez acquis pendant le mariage rentre dans les biens communs. Donc en cas de dissolution, tout ce qui a été acquis doit être partagé entre les époux. Ça, c'est le régime de ceux qui n'ont pas de contrat. Et ensuite? Le deuxième régime le plus utilisé est celui de la séparation de biens. Le patrimoine du couple est séparé en deux. Chaque conjoint est propriétaire de son propre patrimoine. Chacun peut choisir de faire ses acquisitions de son côté, chacun possède ses actifs et chacun contracte ses propres dettes. Donc je le note, chacun ici est propriétaire de son patrimoine. Ensuite, il reste 2 contrats qui sont plus rarement utilisés. Le régime de la séparation avec participation aux acquêts.
Ça, c'est un cas assez rare, une fusion des cas 1 et 2. Chacun des époux dispose de son propre patrimoine et engage ses propres responsabilités au moment de sa constitution. Mais en cas de dissolution du mariage, alors on va considérer que tout ce qui a été acquis pendant le mariage tombe dans un régime de bien commun et doit être partagé. Et enfin, celui de la communauté universelle. Oui, le patrimoine de chacun des conjoints est fusionné en un seul patrimoine unique appartenant aux deux époux. Mais ce que les époux ont acquis par héritage rentre aussi dans ce bien commun. Ah, en plus, d'accord. En fait, c'est un régime très rare qui présente l'avantage d'être très protecteur pour le conjoint survivant, mais très désavantageux pour les ayants droit au moment de la transmission patrimoniale. La communauté universelle, donc. Alors, comment est-ce qu'on choisit? Sur quels critères, en fait? En fait, il faut évidemment en parler avec son gestionnaire de patrimoine ou avec son notaire, mais au fur et à mesure de nos chroniques, nous rentrerons dans le détail de chacun de ces contrats spécifiques, sans jamais nous départir de notre bon sens. Vous vous occupez de ça aussi, vous êtes incroyable. Hein. Vous nous l'annonciez en début de saison, le spectre est très large quand même chez les conseillers en gestion de patrimoine. Conseil de famille, c'est passionnant, on revient demain. À demain, Olivier. Toujours avec vous, Stéphane Moller. Cette chronique à retrouver, comme toutes les autres, en podcast, sudradio.fr. Et vos bonnes questions sur le blog de Conseil de famille, conseil au pluriel, -2-famille.com.